on ne peut pas aimer sans devenir un petit peu le Lego de l'autre. C'est-à-dire que sans laisser l'autre nous modifier la position de certaines pièces et à la limite nous recréer un petit peu à son image. Alors, je t'informe que tu es enregistré, tu le sais, tu es d'accord pour être diffusé sur les réseaux sociaux de la Terre entière. Ton faux prénom? Samir. Samir, et Samir, je rappelle de ta part aux nouveaux, donc à ceux qui découvraient ces enregistrements de conversations téléphoniques, ce sont des questions posées par des particuliers à un sociologue, en l'occurrence Bibi, en l'occurrence Stéphane Edouard, sur la thématique des relations interpersonnelles, que ces relations soient amoureuses, amicale ou professionnelle, et tu as la capacité de m'appeler quand tu veux, tous les jours aux heures de bureau, parce que tu es VIP. Toc toc, qui c'est? C'est l'inflation. Et oui, les enfants, je ne sais pas prédire l'avenir. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on finira pas 2025 au tarif où on l'a commencé. Du moins, en ce qui concerne les abonnements VIP. Raison supplémentaire de monter à bord maintenant, parce que chez nous, quand on rentre à un tarif, on reste à ce tarif à vie. Et oui, et c'est pas le cas de toutes les sociétés, croyez-moi. Ça m'est arrivé à mes dépens à d'innombrables reprises d'être appâté par un tarif qui augmente 3, 6 mois, 1 an, voire 2 ans plus tard et qui n'a plus rien d'intéressant. Mais une fois qu'on a déjà mis toutes ces billes dedans, on se dit « Ah, on est un peu coincé. » Oh, c'est con ça! Eh ben non, fais à ton prochain ce que tu aurais aimé qu'il te fît. C'est ma règle. Chez nous, quand on rentre à un tarif intéressant, on reste à ce tarif intéressant jusqu'au bout. Raison de plus pour monter à bord maintenant, avant l'inflation. Il ne reste plus que quelques semaines. Voilà, on t'écoute. Alors, je vais t'exposer d'abord globalement la problématique, ensuite j'aurai 2 questions à te poser, qui sans doute se recoupent, on va dire. Donc j'ai écouté, on va dire, pas mal de séminaires, et en gros, il y a quelque chose qui se dégageait globalement, c'était, mon impression en tout cas, c'était qu'il fallait, on va dire, incarner quelque chose, que ce soit par exemple dans le séminaire Briser la glace, où l'action doit correspondre entre guillemets, à l'apparence, avec aussi les parts de camembert, c'est-à-dire que voilà, on plaît si on correspond à une part de camembert avec la théorie des camemberts, etc., etc. Et alors, en fait, mon problème, c'est que je ne sais pas trop sur quelle carte miser, sur quelle part de camembert, à quelle part de camembert je pourrais correspondre, on va dire, dans le sens où, voilà, donc je suis parisien, j'ai 30 ans, je suis avocat. Et donc je suis célibataire, bien entendu. Pourquoi bien entendu? Il n'y a pas que des célibataires qui m'appellent. Oui, bon, je retire le bien entendu. Je suis célibataire et je suis donc, on va dire, d'origine orientale et d'apparence orientale, ça se voit. Oriental, c'est un euphémisme pour dire maghrébin? Non, oriental. D'accord. C'est pour dire... je suis d'origine libanaise, voilà. D'accord. On va le dire cash. Donc voilà, donc ça c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est qu'en fait, je me rends compte que finalement j'ai des opportunités, que je saisis le cas échéant, mais rarement avec les personnes qui me plaisent. Est-ce que tu te reconnais dans mon article sur le paradoxe des rencontres en ligne quand on est basané? Je mettrai le lien soit en fiche, soit en description de cette vidéo, vers un article qui est même plus qu'un article, qui est un dossier très complet, très sourcé, très référencé, très intéressant, que je m'étais permis d'écrire sur le paradoxe entre ces... c'est connoté péjorativement de dire basané, mais on va dire entre les profils entre les profils d'apparence extra-européenne, comme moi par exemple, assez séduisants dans la vie réelle et qui n'ont aucun problème pour faire des rencontres, et qui paradoxalement le jour où ils s'essayent par goût, par amusement, par désœuvrement ou parce qu'ils sont en voyage aux applications en ligne, tout à coup se retrouvent avec des stats aussi pathétiques, aussi plates, aussi basses
que celle du clampin de base de la rue, quoi. Est-ce que tu as déjà observé ce paradoxe? Est-ce que tu fais des rencontres en vrai ou sur Internet? Quel type de rencontre parlons-nous? Alors, on parle un peu de tout. Là, je t'avoue que je serais plutôt sur l'idée de passer justement dans le réel et dans le concret. Mais là, j'ai un autre problème que je vais t'exposer après avoir répondu quand même à ta question. Je l'ai constaté effectivement de façon extrêmement violente sur les applis comme Tinder ou Happen. En revanche, je l'ai constaté aussi, mais un peu moins sur des applis, sur les sites de rencontres concrets, sur les sites où on peut avoir une vraie description, etc., parce que là, du coup, déjà, on a un pseudo, on n'est pas obligé d'avoir son vrai prénom. Alors, il y a des gars qui s'appellent Pierre, moi je m'appelle pas Pierre, je m'appelle Samir, et par ailleurs, voilà, on a une description, donc on peut, on va dire, montrer qu'on n'est pas, peut-être, qu'on correspond pas à l'archétype du banlieusard dénué d'opportunités, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée, donc c'est un peu atténué là-dessus. Mais toujours est-il qu'au final, moi, dans le concret, mon problème, j'ai l'impression, c'est que je ne corresponds pas à proprement parler à quelque chose d'identifié, identifiable. Alors, l'une des solutions, ça pourrait être, par exemple, quelqu'un m'a sorti ça une fois, mais je ne suis pas persuadé que ce soit très pertinent, de surjouer la caricature du Libanais bling bling. Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. C'est ce que toi t'appelles le figato, tu vois. Alors attends. Il faut toujours se souvenir, il faut avoir, si Dieu nous a doté de deux oreilles, c'est pour en avoir une à un endroit différent de l'autre. Donc moi j'entends ce que tu me dis et je le comprends, mais je suis absolument persuadé que plusieurs milliers de personnes à l'écoute de ce phone coaching ne vont rien comprendre. Donc qu'est-ce qu'une part de camembert, qu'est-ce qu'un sfigato, etc., etc. Ma théorie des camemberts, et quand je dis ce n'est pas un euphémisme ou ce n'est pas une appropriation malhonnête, c'est vraiment ma théorie des camemberts. Ma théorie des camemberts postule que globalement, quand on a peu de temps pour remarquer les beautés, les attraits de quelqu'un, d'accord, quand on n'est pas en grosso modo enfermé avec une personne en enceinte close pendant des jours, des mois ou des années, les seules possibilités de susciter une attraction suffisante pour déclencher une opportunité de rencontre sont de correspondre à des cases dans l'inconscient, non pas collectif, mais des cases dans l'inconscient de la personne observatrice. Ces cases sont comme des parts sur le petit camembert du Trivial Poursuite. On part avec toutes les cases à la naissance, c'est-à-dire qu'une personne très très jeune, une très jeune fille par exemple, n'a en général pas de goût en termes de garçon, pas de goût masculin avant la puberté, c'est très rare. Elle peut être l'objet de mouvements de mode, d'accord ? Elle peut être l'objet de mouvements de type groupie, de type tout ça peut être biaisé par la staritude. Pardon, j'ai un double appel qu'il faut que je coupe, sinon ça va être désagréable pour les auditeurs. Donc ce que je dis, peut-être artificiellement et de temps en temps, mais rarement biaisé par les phénomènes de staritude et de mode, mais sinon globalement, avant la puberté, on n'a pas de goût masculin ou féminin spécifique, hein, on ne développe pas d'obsession ou de goût particulier, on a en grosso modo, on est ouvert, on est en capacité de s'émerveiller pour plein de styles de physique, d'attraits, de beauté différents. Et c'est l'expérience personnelle de chacun, c'est-à-dire les expériences heureuses ou désastreuses, qui vont faire perdurer ou au contraire ôter certaines parts de camembert. Et donc, finalement, les individus, hommes et femmes à l'âge adulte, c'est-à-dire avec un goût autonome et un goût propre, sont des gens qui ont un nombre restreint de parts de camembert, mais par suppression, parce qu'on leur a ôté, parce que l'expérience et la vie leur ont ôté des parts par rapport au 360 degrés initial. Tu vois. Donc ça, c'est une version simplifiée de la théorie des camemberts. C'est donc l'individuation des goûts masculins et féminins
par en fait simplification du camembert, donc par suppression d'un ensemble de cases correspondant à des expériences qui n'ont pas fonctionné au cours de sa croissance et de sa vie affective. Et ensuite, tu as parlé de sfigato. Alors le sfigato, c'est une expression, c'est un néologisme italien que j'ai récupéré comme ça en voyage dans mon pays, dans mon second pays, dans mon pays d'adoption, qui caractérise cette tendance masculine, ce petit travers masculin finalement assez léger et assez inoffensif, consistant lorsque l'homme est un petit peu dépourvu de présence féminine valorisante, car on sait que l'homme se valorise par la symbolique de la calorie, comme dirait quelqu'un à qui on passe le bonjour, et donc cette calorie se mesure par la capacité de femme qu'il est susceptible, la quantité de filles et de femmes qu'il est capable, qu'il est susceptible au bras desquels il est susceptible de se montrer. Et donc le biais, ce petit travers, ce petit défaut assez charmant et assez inoffensif masculin consiste, lorsqu'il est un petit peu démuni de calories féminines, donc lorsqu'il est comme ça dans des périodes, dans des lieux, dans des endroits, dans des contextes où il n'est pas vraiment en mesure de se montrer en extrêmement bonne compagnie, à surcompenser, à surjouer, à survaloriser tout à coup son apprêtement. Et donc on se retrouve dans des lieux de socialisation, dans des lieux de sortie, dans des clubs, dans des restaurants, dans des clubs de quelque type que ce soit, avec des hommes, comme on dit, bien accompagnés dans le langage courant, c'est-à-dire accompagnés de femmes et eux-mêmes pas très apprêtés, et on se retrouve avec des hommes très apprêtés à la limite du dandysme, mais tout seuls ou entre eux. J'avais écrit il y a des années un article sur mon site à l'époque où il s'appelait Spike Séduction qui disait le dandy, c'est un mec qui est toujours seul, ou à quelque chose près. Le sfigato, c'est l'étape. Et d'ailleurs, vous le remarquerez, quiconque peut le vérifier. Les hommes les mieux habillés que l'on croise dans la rue sont toujours seuls, systématiquement. Ouais. Dès qu'il y a une recherche excessive d'accords, de couleurs, de contrastes, de matière, de forme et de coupe, la personne est seule. Elle n'est jamais accompagnée. C'est une récurrence qui est tragique, mais pas moins vrai, pas moins vérifiable. Et donc le sfigato, c'est l'étape avant le dandy, si tu veux. C'est-à-dire, c'est le type qui, par insécurité impalpable, inconsciente, va surcompenser par son apprêtement le fait qu'il n'est pas capable, ce jour-là, ce moment-là ou cette semaine-là, de se montrer en bonne compagnie. Voilà. Et donc, quand tu dis libadé bling bling, c'est pas un libadé bling bling n'est pas forcément un sfigato. Au contraire, c'est plutôt des gens qui ont un certain succès. Mais le sfigato, c'est transclasse, transgenre, transorigine et trans tout ce que tu veux. C'est un petite stratégie inconsciente masculine de compensation. Finalement pas bien méchante. Voilà, ça c'était un rappel obligatoire pour quiconque voulait quand même comprendre de quoi tu parles. Donc désolé d'avoir été long, mais il faut toujours se souvenir de non seulement à qui on parle, mais qui écoute. Moi je comprends ce que tu dis, mais parmi les 5 à 10 000 personnes qui vont écouter, dis-toi bien que si vous êtes 10 000 par exemple à l'écouter au bout d'un an, dis-toi bien que sur 10 000, 9 500 n'auraient pas compris ces termes. Et donc 9500 seraient passés à côté, ou auraient raccroché. Allons-y. Ouais, je me serais pas permis de développer ton concept à ta place, en fait. Ah, allons-y. Donc voilà, donc moi c'était ça le truc. Donc à quelle part de camembert correspondent, parce que on est dans une société où on doit forcément aller vite et voilà, et donc on a difficilement l'opportunité de passer du temps avec des personnes pour vraiment leur montrer ce qu'on est. Donc il faut correspondre à quelque chose, et ma question c'est à quoi essayer de correspondre, on va dire, voilà. Et par ailleurs, je remarque quelque chose, c'est que en fait, est-ce que cette part de camembert à laquelle on va essayer d'arriver ensemble peut me permettre, on va dire, d'aller vers, on va dire, les filles qui me plaisent, et pas que celles qui viennent vers moi naturellement et qui me plaisent pas tant que ça, et qui sont globalement les filles de ma tranche d'âge ou un peu plus jeunes, j'ai 30 ans, je le rappelle, et qui sont d'une catégorie socio-professionnelle plus ou moins équivalente à la mienne, et qui sont jolies, parce que elles, j'ai l'impression soit qu'elles sont toutes prises, soit qu'en fait je les intéresse pas. Donc est-ce que je vise trop haut? Voilà. Alors là, je rappelle une équation
qui n'est pas de moi, mais qui est absolument parfaite et que j'ai validée sur le terrain de multiples reprises, et dont je rappelle toujours l'auteur, c'est de Philippe Gouyoux, qu'à titre personnel, que j'ai sollicité à de nombreuses reprises pour le rencontrer, l'interviewer ou débattre avec lui, et qui a toujours décliné, ce que je ne comprends pas bien, puisque je n'ai envers lui aucune animosité. Au contraire, je suis plutôt client de ses travaux, mais il paraît qu'il est timide à la limite de l'autisme, et donc il ne répond à aucune invitation. Voilà, qui resterait chez lui tout seul. Ben écoute, grand bien lui en face. Donc Philippe Gouyoux a écrit dans un excellent ouvrage qui a été réédité, je crois, à plus de 5 ou 6 reprises, s'appelle Pourquoi les femmes des riches sont belles. Il a développé cette équation beauté fois intelligence fois disponibilité égale constante. Oui. Que tu connais peut-être si tu m'as suivi en séminaire, j'ai utilisé à de nombreuses reprises. Oui. Et sur cette base-là, moi j'en ai développé une autre. Et alors cette fois-ci, elle n'est ni de lui ni de personne, elle est vraiment de moi, qui est reproduction fois désir fois monogamie égale constante. Mais bon, on ne parle pas de celle-ci aujourd'hui, on parle de la première. Donc comme je l'ai dit dans un phone coaching intitulé Une belle femme, ça ne se cueille pas, ça s'arrache au bras de quelqu'un. Phone coaching... Phone coaching, évidemment, volontairement, dont le titre a volontairement été mal compris par une bande de journalistes dont quelqu'un dirait qu'ils ne sont pas au chômage et qui ont écrit que je préconisais d'arracher les bras des femmes, je ne sais quelle ânerie. Donc je répète que ce phone coaching s'intitule une jolie femme, ça ne se cueille pas, ça s'arrache au bras de quelqu'un, ce qui est une version finalement lyrique ou lyrisante de dire ce que Philippe Gouyoux, en bon surdoué matheux, a dit B fois I fois D égale constante, beauté fois intelligence fois disponibilité égale constante. Le type de profil que tu décris, à 30 ans, ne peut pas être disponible. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est socio-logiquement impossible. Ouais. Ou alors, quand ce théorème est démontré faux, c'est qu'on est dans le cadre de quelqu'un, alors on pourrait appeler ça l'exception qui confirme la règle, mais en fait il faut être plus précis que ça. Une femme de 30 ans en Occident, avec l'éventail d'opportunités de rencontres qu'elle a dans son univers professionnel, qui est à la fois désirable, intelligente et disponible, ça veut dire qu'elle a une incompatibilité au couple qui en général vient, qui en général a trait à 2 rapports. Son rapport à l'hypergamie, c'est-à-dire qu'en fait elle ne considère comme potentiellement disponible que des hommes qui pourraient socialement être son N+2 ou son N+3. C'est-à-dire que quand tu es déjà en haut de l'échelle sociale, pour trouver un mec qui gagne 5 ou 10 fois ton salaire, ça veut dire qu'il y en a en gros 30, 40, 50 dans le pays. Voilà, donc tu puises, tu fouilles dans un lot, dans un échantillon qui est déjà ridiculement minime. Soit, donc j'allais dire que, donc je reprends, ce phone coaching est un petit peu hésitant, mais c'est ma rentrée, je rentre d'une semaine de vacances, j'ai pas encore les idées bien en place. Donc soit c'est le rapport aux autres, soit c'est le rapport à elles-mêmes. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont des femmes qui ont un problème avec la flexibilité. C'est-à-dire que finalement, leur accomplissement professionnel, personnel et au niveau de la beauté, et finalement leur désirabilité, les rend, alors pas forcément hypergame, mais les rend totalement dénuées de flexibilité et extrêmement rigides. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont construit leur réussite professionnelle et scolaire sur un ensemble de règles de vie. Et ces règles de vie, finalement, sont incompatibles avec l'intelligence amoureuse, puisque l'intelligence amoureuse est de type fluide et pas binaire. L'intelligence amoureuse, c'est l'intelligence du compromis, et c'est l'intelligence de se laisser aller à aimer ce qu'aime l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un d'amoureux devient forcément, qu'il ait du H ou pas, un peu le Lego de l'autre. Il se fait un peu démonter et remonter par l'autre. On ne peut pas aimer sans devenir un petit peu le Lego de l'autre. C'est-à-dire sans laisser l'autre nous modifier la position de certaines pièces et à la limite nous recréer un petit peu à son image. Et quand tu as construit ta réussite professionnelle et personnelle sur une grande exigence
et que sur une grande exigence, et que cette exigence est faite de règles. Tu sais, les habitudes des gens qui réussissent, se lever tôt, s'astreindre à un régime de vie, se débarrasser de certains questionnements. Il y avait ces articles assez rigolos au début du mandat d'Obama où on montrait qu'il s'habillait toujours pareil parce qu'il voulait se débarrasser, enfin comment dire, il ne voulait pas s'encombrer l'esprit sur les questions de son apparence, donc il avait demandé à son tailleur d'avoir à peu près toujours le même costume et à peu près toujours la même couleur de chemise, tu vois. Quand tu te construis sur des règles comme ça, extrêmement rigides, et que tu n'as jamais envisagé la possibilité de les infléchir, ça veut dire que fatalement, à un moment, tu vas empêcher l'autre de te légotiser, et tu vas t'empêcher d'être en couple. Ouais. Donc les deux, comme disait Paul Géraldi, quand on est célibataire, c'est qu'on a un mauvais caractère ou qu'on est trop intelligent. Les gens intelligents et célibataires, à un moment, beauté fois intelligence fois disponibilité égale constante. C'est-à-dire que si tu es belle et intelligente, tu peux pas être disponible. Si tu es belle et disponible, tu peux pas être intelligente. Et si tu es intelligente si tu es intelligente tu peux pas être belle. Et disponible, tu peux pas être belle. Et quand tu es les trois à la fois et que tu es célibataire, alors c'est que le théorème n'est pas infirmé, mais qu'il est infléchi. Et il est infléchi. Hein, il faut savoir lire les théorèmes, c'est un peu comme les sourates du Coran, il paraît qu'il faut savoir les lire. L'année commence bien. Donc il faut savoir infléchir ce théorème et non pas l'infirmer, l'infléchir avec deux rapports qui sont le rapport au soi et le rapport aux autres. Le rapport aux autres, ça va être en général pour les femmes l'hypergamie, c'est-à-dire qu'en fait elles ont l'impression de ne jamais rencontrer un homme disponible. Pourquoi ? Parce qu'elles ne consentent à considérer comme disponibles que les hommes qui leur sont tellement supérieurs socialement que forcément quand tu es assistante ménagère c'est simple, mais quand tu es déjà partenaire d'un cabinet d'avocats et qu'en plus tu es hypergame et que tu as besoin pour admirer l'homme qu'il ait 5 ou 10 fois ton revenu, bah forcément si tu veux, ça limite le champ des possibles quoi. Voilà. Bon, là on n'est pas encore au niveau du partenaire pour te... Non mais donc voilà, soit un problème de rapport aux autres, soit un problème de rapport à soi. Et en général, le problème de rapport à soi se résume toujours, finalement, au coût de l'exigence et des règles que tu as mises en place pour assurer ton succès. Qui en général, font des personnes, finalement, très réglées, très routinières, assez inflexibles. Or, le couple, c'est par définition la flexibilité, puisque aimer, c'est se légotiser sur l'autre. Donc voilà un rappel théorique, peut-être un peu long comme d'habitude, mais enfin bon, si vous m'écoutez, vous savez que les rappels théoriques sont longs et c'est comme ça. Donc déjà, de toute façon, les profils que tu décris, c'est-à-dire la trentenaire dotée d'une bonne répartition de son intelligence, c'est-à-dire avec une intelligence à la fois logique, à la fois professionnelle et à la fois émotionnelle, c'est déjà une rareté en soi. En plus, si tu rajoutes la condition qu'elles doivent te plaire et être disponibles, ça devient plus qu'une rareté, c'est une incongruité. Et donc de toute façon, comme je l'ai dit je ne sais plus comment, entre les faux et les vrais prénoms, je me mélange, je crois que son faux prénom était Olivier, je ne sais plus, qui me demandait où rencontrer quelqu'un de bien. À qui j'avais répondu, le profil que tu décris ne se rencontre pas et surtout ne se cueille pas, ça s'arrache. Je vais te répondre un peu la même chose, c'est-à-dire que de toute façon, une rencontre comme ça sera non pas la règle mais l'exception, et je crains que cette exception ne se transforme, que l'essai ne se transforme qu'en laissant la morale de côté et en allant la déraciner, si tu veux. Voilà. Ouais. Après, encore une fois, la clé de lecture, c'est le temps que tu as en présence des personnes qui te plaisent. Quand on me demande des preuves ou de la validité sur l'ancienne clause, je ne renvoie pas à Wikipédia bêtement, alors que je pourrais, puisqu'il y a une définition qui en est proche, je renvoie à l'histoire des Simpsons. Je ne sais pas si tu es trentenaire, donc tu as dû voir les Simpsons dans ta post-adolescence. Un petit peu. Les voix françaises des Simpsons sont mariées et ont des enfants. Ouais. Les voix françaises des Simpsons se sont rencontrées sur le tournage des Simpsons, enfin sur le doublage, pardon, qu'est-ce que je raconte, sur le doublage des Simpsons,
et à doubler des personnages, c'est-à-dire à se tenir à un pupitre debout l'un à côté de l'autre pendant des années dans une pièce close et insonorisée dans le noir, il était obligé qu'ils finissent ensemble. D'accord. Tu enfermes à peu près n'importe qui avec n'importe qui, et même s'ils ne sont pas leur part de camembert respective, même s'ils sont dépourvus de ce qui normalement devrait les attirer par l'un et par l'autre, tu les enfermes suffisamment longtemps dans une pièce coupée du monde extérieur, insonorisée, assourdie, à lumière de basse intensité, et tu leur fais faire quelque chose en commun, il a une probabilité quasi parfaite au bout d'un certain temps, eventually, comme disent les anglo-saxons, qu'en attendant un temps suffisamment long, si tu veux, la probabilité pour qu'ils soient attirés l'un par l'autre va toucher les 100%, asymptotiquement. Donc en fait, ça s'arrache en faisant enceinte close. Donc, soit on parle d'une personne avec qui tu es en enceinte close, et tes questions d'être ou pas son style deviennent non plus pertinentes. Non pertinentes. Deviennent irrélévantes en français, je ne sais plus, non pertinentes. Soit on parle de rencontres subites, immédiates, rapides, comme ça, oculaires, visuelles. Et là, effectivement, il vaut toujours mieux être la caricature de quelque chose que de ne pas être la caricature de rien. Oui. Et donc dans mon cas, ça serait la caricature qu'on a évoquée au début du Libanais Bling Bling. Disons que quand tu es... tu seras d'autant plus évalué socialement que ton apparence, on va dire, pourra être assimilée à des gens qui sont en bas de l'échelle sociale. C'est tout le problème de ce que j'ai raconté, de ce que j'ai décrit plus précisément dans l'article « Pourquoi les Noirs et les Arabes galèrent sur Tinder ». C'est que l'a priori de la majorité, c'est que si tu es possiblement assimilable à un Nord-Africain ou à un Africain subsaharien, tu es de toute façon dépourvu du capital nécessaire aux rencontres. Et tu as de toute façon un mode de vie anti-glamour. C'est de plus en plus faux par les phénomènes d'ascenseurs sociaux qui font que, regarde toi, tu es avocat et qu'en première, en seconde, en troisième génération, les enfants d'immigrés évidemment montent le long de l'échelle sociale, le taux de natalité finalement s'égalise sur celui des Français. Le taux de natalité, par exemple, je lisais des âneries à ce sujet sur Facebook, le taux de natalité des familles maghrébines installées en France à la deuxième génération et à la troisième est à peine supérieur à celui des Français, et en tout cas il est diamétralement plus bas que celui des premières générations, qui était de 7 enfants par famille dans les années 70 et qui est passé à 2, etc. etc. Donc globalement, il y a que les, je fais une petite parenthèse, il y a que en fait les familles subsahariennes qui continuent à avoir des taux de natalité comme ça à 6, 7, 8 enfants par famille, mais ce n'est plus le cas pour les familles maghrébines. Mais en tout cas, quand tu es hors profil type, c'est-à-dire hors réduction archétypale, comme dirait un anthropologue, hors idéal type, comme dirait un sociologue, ou hors centre prototypique, comme dirait un philosophe, voilà, pour placer que j'ai un peu travaillé pendant les vacances, je ne me suis pas que reposé. Quand tu es hors du centre de la cible, il faut effectivement toujours mieux dégager de la valeur que de ne pas en dégager. Voilà. D'accord. Et il vaut toujours mieux prendre le risque d'en faire un peu trop qu'un peu pas assez. Donc prendre le risque du sfigato, quoi. Il vaut toujours mieux prendre le risque du sfigato, parce que tu sais ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des hommes qui en couple se moquaient gentiment auprès de leurs copines de femmes qu'ils trouvaient vulgaires, en fait les désirent en secret, et la plupart des femmes qui se moquaient en couple d'hommes qu'elles trouvaient entreprenants, lourds et insistants, en réalité, quand elles finissaient par tromper leur mec, c'était avec eux. Ok. D'accord. Donc, l'écart à la norme est un objet d'étude sociologique extrêmement classique
pour ceux qui douteraient que ce type de phone coaching soit de la sociologie. C'est simplement de la sociologie intéressante sur des problématiques quotidiennes, proches des relations amoureuses et dénuées de jargon. Mais l'écart à la norme, c'est-à-dire l'anomie en sociologie, est un objet d'étude classique, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ma réponse à ta question, c'est que l'écart à la norme se résout de deux façons. Soit avec le temps, ce que j'appelle l'enceinte close, et à la limite le temps va effacer ce questionnement, soit par incarnation de, je ne vais pas le refaire, réduction archétypale, idéotype ou centre prototypique, selon la science humaine que tu préfères au choix, c'est-à-dire en gros, être le bon dosage d'une certaine caricature. Voilà. Oui, je vois. Et alors pour l'enceinte close, ensuite on bascule, parce qu'avec le temps, c'est des heures, des jours, des mois. On est aussi, il faut enchaîner sur une problématique de type friendzone un peu, non? Enfin, parce qu'on peut pas être vraiment dans la séduction avec quelqu'un à qui on aura passé des heures, des mois dans un même bureau, par exemple. Ah bah après, il faut un certain goût personnel pour l'interaction, un certain talent, un certain charme. Il faut ensuite, une fois que l'enceinte close a effacé les barrières objectives, ensuite c'est toute la subjectivité du rapport interpersonnel qui entre en jeu. Ensuite c'est sa part de F. Ensuite c'est son charme, c'est son humour, c'est son doigté, son jeu de mots graveleux, c'est sa capacité à sexuer à l'oral, c'est sa distance, c'est ce qui va faire ta signature. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, ok. Mais pour des rencontres brèves, pour ces espèces de coups de cœur du destin c'est de ces personnes que le destin met sur notre route une et unique fois, que l'on ne recroisera pas et qui sont comme ça des rencontres arbitraires, prend le risque d'être légèrement plus une caricature de quelque chose que de ne pas être la caricature de rien. Voilà, on va conclure là-dessus pour aujourd'hui si tu n'as pas d'autres questions. Non. Il vaut mieux que 2 ou 3 inconnus se disent « mais regarde ce mec comme il se la pète », plutôt qu'aucune des 3 ne se dise rien du tout. Et mettre la morale de côté par ailleurs, vu qu'elles seront toutes prises en gros, quoi. Bah, pas toutes, mais effectivement, la mannequin avocate avec une énorme intelligence amoureuse, émotionnelle et professionnelle, et des jambes de 1m10, qui a fait des photos de charme, et qui est une maman parfaite, et qui te comble d'amour et d'attention tout en surperformant au travail, faudrait-il qu'elle existe, tu vois ? Ouais. De la même façon pour les hommes, hein. Je ne vais pas à chaque fois, dans un espèce d'effort de parité pénible, dire le mec surperformant au travail, mais excellent père et sportif de haut niveau et amant de folie, il faudrait d'abord qu'il existe, évidemment qu'il est rarissime. Et après, à condition qu'il ou elle existe dans une certaine mesure, et après, il faut voir quelle est la chance que cette personne soit disponible. Et je vais même te dire quelque chose de légèrement immoral, ou amoral, l'un ou l'autre, plutôt amoral qu'immoral d'ailleurs, c'est que moi, les personnes trop disponibles m'effraient beaucoup. Ouais, je comprends. Et plus tu gagneras en âge, plus tu seras effrayé par les personnes très disponibles. Ouais. Ouais, parce que plus on avance en âge, et plus l'enjeu est... Et plus ça devient anormal, entre guillemets. J'ai eu l'expérience d'une transaction commerciale commerciale, hein. Là on sort totalement du rapport amoureux, on parle de rapport purement mercantile et commercial. Donc d'une transaction, une petite location de vacances avec une femme dont on a parlé une 50aine de minutes de sa vie en général, et qui passait son réveillon toute seule et qui se plaignait d'un certain nombre de défauts qu'elle rencontrait chez les gens, que personne ne lui convenait, qu'elle n'aimait pas les amis de ses amis, etc. Résultat, à bout d'un moment, je me suis dit, mais cette personne est folle. Et résultat, elle l'est réellement, puisqu'elle a commencé à inventer des problèmes dans la maison qui n'existent pas, à me harceler à la suite de notre départ
Maison qu'on a laissée évidemment en parfait état, avec les lits faits, la vaisselle faite, les déchets triés par couleur, dans les bacs correspondants, etc. etc. Location de vacances pendant laquelle elle a jugé opportun et nécessaire de nous faire payer l'internet en plus, en allant nous-mêmes à la boutique recharger le truc, enfin n'importe quoi. Et elle a essayé de démontrer qu'on l'avait escroqué sur l'internet de 20 €. Alors que je lui ai laissé sur la table en partant les factures montrant qu'on avait bien payé 45 € d'internet, ce qui déjà me semblait totalement hallucinant, mais si tu veux, bon, voilà, l'avantage de bien gagner sa vie et d'être, on va dire, non pas riche, mais de ne pas être à 1 € près, fait que ça évite parfois de perdre des heures de stress ou de réflexion pour quelques dizaines d'euros. Donc j'ai laissé pisser l'internet, et elle nous reproche de l'avoir escroqué, de ne pas avoir bien rechargé le truc, et elle me harcèle pour 20 € supplémentaires, tu vois. Donc cette personne est folle alliée, et bizarrement, cette personne est une femme grande, bon, d'un âge qui ne me correspond. Enfin, on parle d'une personne d'une 55 ans, mais très bourgeoise, très élégante, et en apparence extrêmement sociable, que l'on n'imagine pas aussi seule. Tu vois, à un moment, l'excès de solitude et l'excès de disponibilité m'effraie beaucoup. Cette anecdote vaut ce qu'elle vaut, et cette anecdote n'est évidemment pas, j'allais dire expandable, expansive, expansible, et évidemment pas, elle n'explique pas tout, c'est pas la clé qui ouvre toutes les portes. Mais c'est une petite anecdote comme ça, gratuite, filée au passage, à compter d'un certain... La solitude est justifiable, acceptable et même souhaitable en phase de transition. Hein, la jeune fille qui devient femme adulte va passer par des moments de solitude. L'homme adulte qui se fixe un nouveau challenge, un nouveau défi consistant par exemple à s'expatrier ou à créer sa boîte ou à écrire ou à être publié. Je dis ça au hasard, hein, j'ai un petit peu vécu. Passera par des moments de solitude nécessaires et souhaitables. Mais c'est pas de ça dont je parle. Je parle de la personne dont les conditions objectives de vie ne devraient pas générer ou créer ou la mettre dans cette solitude-là, et qui pourtant l'est de fait. Et bien là, c'est toujours très effrayant, parce qu'en fait, tu découvres toujours une forme de folie douce. D'accord. Ouais. Ça me surprend pas, et je pense à 2-3 cas aussi comme ça, mais... Okay. Donc ta belle avocate fine, blonde... Enfin, je fais la caricature dans l'inconscient collectif, avec son tailleur à la Kim Novak dans Vertigo, des yeux de biche, une immense carrière derrière et devant elle, et un immense coefficient sensuel et sexuel, et des doigts d'or et un cœur gigantesque. Si elle est disponible, c'est presque pas une bonne nouvelle en fait, tu vois. Ouais, ok. Ouais, c'est-à-dire que aussi horrible et amoral qu'il n'y paraisse, si je pense aux 3 ou 4 plus belles femmes que je connaisse, en m'abstrayant de mon goût personnel et en faisant vraiment la moyenne du goût des gens, c'est-à-dire les filles les plus sollicitées et les plus jugées unanimement belles, car se rapprochant le plus des critères de beauté du grand public, enfin du commun des mortels, d'accord, elles ne sont... Enfin, la plus longue période, je crois, de vrai célibat que l'une d'entre elles ait connue, c'est 15 jours. Ouais, non, mais ça, je vois ça chez plusieurs amis à moi. Elles ne sont jamais disponibles, jamais. T'as même pas le temps de dire où tu te dis, mais le mec, il sort d'où, le nouveau, quoi. Bah, soit le nouveau est un tampon et ce qu'on appelait avant un rebond, ce que j'appelle un tampon, pour faire oublier la relation, et donc c'était quelque chose qui va aller finalement assez vite, et c'est une rencontre qu'elle a fait comme ça en sortant pour s'amuser. Et évidemment, il suffit qu'elle sorte une fois ou deux et ça y est, c'est fait. Ou soit, sinon, c'est en général quelqu'un qui était déjà sur les rangs et qui maintenait avec elle une espèce de rapport de patriarche ou de sponsor, qui était un peu, pas le confident, mais qui était plutôt le confident serait l'épaule et lui serait le biceps en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est-à-dire pas le gars qui prend l'épaule, mais qui la pousse, quoi. C'est ça. Pas qui va... Ouais. Les très, 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 très belles femmes à compter d'une trentaine d'années, d'accord, alors je parle bien, évidemment, circonscrivons nos constats à l'endroit où nous vivons. Je ne sais pas comment ça se passe au Japon, je ne sais pas comment ça se passe en Lettonie, en Islande ou au Pérou, d'accord, je parle de la France et de l'Italie, ne sont pas disponibles. En tout cas, pas au sens où elles vont comme ça s'offrir à la première proposition venue de rendez-vous d'un homme à peu près convenable sous tout rapport. Et quand elles le sont, c'est en général qu'elles sont soit extrêmement rigides, soit hypergames, soit les deux. Ouais. Mais ça c'est un vrai conseil aussi. Ou dernière option, qu'elles ont besoin de se dévoyer parce qu'elles ont oublié ce fameux moment de transition entre femme-enfant et femme-adulte. C'est possible également. Ouais. Il va falloir que je te laisse. Ok. Salut Samir, à quand tu veux, aux heures de bureau. Merci Stéphane, salut. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.